écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur So Sweet Planet Nadège Buquet, qui est déléguée générale de la section française de Transparency International et qui co-préside aussi la Maison des lanceurs d'alerte. Un sujet très intéressant, mais aujourd'hui, c'est surtout pour parler de Transparency International que nous nous rencontrons. Je vais donc déjà vous dire bonjour. Bonjour. Bienvenue sur So Sweet Planet pour nous expliquer un petit peu vos activités, le très gros travail de fond que vous faites en France et au niveau international. Et je vais donc vous laisser nous expliquer déjà brièvement ce que c'est Transparency International, quelle est votre mission et votre raison d'être. Merci beaucoup. Donc effectivement, vous l'avez dit, nous sommes la section française d'un mouvement international qui s'appelle Transparency International. Et donc nous sommes une section parmi à peu près un peu plus d'une centaine qui existent à travers le monde. Nous sommes du coup toutes accréditées par notre secrétariat, le secrétariat du mouvement Transparency International, qui lui se trouve à Berlin, qui a été fondé il y a 25 ans, et la section française a été fondée quasiment dans la foulée. Chacune de ces sections, et évidemment l'ensemble du mouvement, le secrétariat également, a pour mission, une mission finalement extrêmement simple, qui tient en très peu de mots, mais qui est autrement plus complexe à mettre en œuvre, à savoir tout simplement l'éradication de la corruption à travers le monde, que ce soit dans les sphères des pouvoirs publics comme dans les sphères privées. Dit comme ça, c'est vrai que c'est ambitieux. Hein. C'est très ambitieux. Et effectivement, comme on l'imagine, la corruption est extrêmement difficile à cibler, à identifier, à illustrer, et elle se cache, elle se dissimule extrêmement bien. Donc la traquer est un travail complexe, et c'est bien là notre mission, à travers finalement différents types d'actions. La corruption, ça commence où, ça s'arrête où? Qu'est-ce que vous appelez corruption? Parce que c'est énorme en fait, tout ce que ça couvre. Oui, alors c'est énorme. On a un droit français qui là-dessus est extrêmement, alors peut-être pas complet, mais assez précis. Et je crois que la question que vous venez de poser, c'est celle que parfois bien des juges ont à trancher. Et donc la réponse n'est absolument pas évidente. D'où la nécessité justement de sensibiliser, de donner à voir à quel moment, par exemple, un lien d'intérêt, ce que nous avons tous, on est tous administrateurs dans une association par exemple, ou bénévoles, ou on a un mandat électoral, à quel moment un lien d'intérêt peut devenir conflit d'intérêt et prise illégale d'intérêt. Et là, effectivement, tout est dans la nuance. Donc nous, notre travail est d'aider chacun, encore une fois, un élu local, un chef d'entreprise, à comprendre à quel moment il est dans une situation qui peut être un petit peu trouble, pour que lui-même sache diagnostiquer finalement le moment où il va faire le pas de trop et courir véritablement un risque, parce qu'il y a bien un risque pénal, évidemment, derrière ces actions, comme vous l'avez parfaitement dit, pas toujours intentionnelles, en tout cas mal intentionnées, etc. Donc on peut parfois glisser sans en avoir l'intention. Donc la définition que nous donnons, nous, de la corruption, c'est user de sa propre influence à des fins privées. Voilà. Et je crois que derrière cette définition, que l'on espère être aussi simple et facile à appréhender que possible, on voit bien combien on peut déraper, non pas facilement, mais qu'en tout cas, il est bon de se poser parfois des questions. Je pense par exemple à un élu local, comme on sort d'une période électorale, un nouvel élu local qui prend son mandat. Je pense que justement dans son petit kit, dans sa petite boîte à outils d'entrée en fonction, il est bien que dans les toutes premières réflexions qu'il conduise, il se dise à quel moment je vais potentiellement courir un risque quand je vais faire voter une prochaine délibération, quand je vais porter un prochain projet. Voilà, ça fait partie des réflexions que tout un chacun, surtout quand on a des responsabilités, voilà, comme un élu, comme un chef d'entreprise, des réflexions que tout un chacun doit mener. Conduire. Vous êtes connu, Transparency International, pour un rapport et un planisphère que vous publiez chaque année, qui est repris dans pas mal de médias, avec cet indice de perception. De perception de la corruption. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça m'a permis de m'apercevoir que la France n'était pas si bien située.
Alors vous avez tout à fait raison, cette publication, alors ce n'est pas la section française qui est à l'origine de cette publication, c'est le mouvement lui-même, donc le secrétariat à Berlin dont je vous parlais. International. Voilà, qui fait du coup tous les ans un rapport sur, vous avez raison de le noter, sur la perception que le secteur privé a de l'évolution de la corruption. Et ce qui est important de noter, alors comme vous le disiez, la France est pas forcément extrêmement bien située, elle est dans une juste moyenne, disons, mais ce qui est surtout intéressant de regarder, c'est de regarder ces classements en dynamique. Et de voir comment la France évolue d'une année à l'autre. Le score de la France sur l'année 2019 est un petit peu décevant, puisque nous avons perdu dans ce classement, qui est un classement qui concerne en fait 180 pays, nous avons perdu quelques places. Donc on n'en est jamais très satisfait, évidemment on aimerait justement avoir plutôt pouvoir s'enorgueillir d'un bon positionnement dans le palmarès, mais ce n'est pas le cas. Les perceptions, du coup, ça veut dire que c'est sur quels critères? Enfin, jusqu'où est-ce que ça signifie qu'il y a plus, pour parler très simplement, est-ce que ça signifie qu'il y a plus réellement de corruption en 2019 qu'en 2018, ou est-ce que la perception, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de... Voilà, vous abordez le sujet exactement comme il le faut. Aujourd'hui, on ne peut pas quantifier la corruption. Très clairement, on imagine bien que c'est... On ne va pas s'en vanter. Alors voilà, on ne peut pas s'en vanter, on ne peut pas... Si on a soi-même des affaires de corruption dans son entreprise, voilà, exactement. On ne peut pas la quantifier, on ne peut pas imaginer... Enfin, on se dit que généralement, la corruption atteint à peu près 2% de la richesse mondiale, mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une évaluation très, très, très large. Mais en revanche, ce que l'on peut davantage réussir à apprécier, c'est le sentiment d'évolution, justement, de la dynamique, d'évolution de la corruption dans son propre pays. Et là, on s'interroge sur, effectivement, est-ce qu'on a l'impression qu'en 2019, non pas il y a eu plus, le pays était plus corrompu qu'avant, ou est-ce qu'on a entendu finalement plus d'affaires de corruption? Oui. Et c'est là qu'effectivement la discussion la réflexion est extrêmement intéressante. Il est vrai qu'en 2019, on a entendu pas mal d'affaires de corruption. Est-ce que ça signifie qu'il y a eu plus de corruption, ou est-ce que ça signifie que ces faits de corruption ont été mieux diagnostiqués? Et médiatisés peut-être. Et donc médiatisés par ailleurs, tout à fait. Parce qu'en l'occurrence, quand ils sont identifiés, ces faits de corruption, ils le sont bien souvent du fait soit de la vigilance citoyenne, soit de la vigilance médiatique, l'un procédant de l'autre. Donc, en l'occurrence, la lecture que nous en faisons, nous, encore une fois, on n'est clairement pas satisfait d'un recul dans ce classement, mais ce que l'on pense, en revanche, c'est que s'il y a, par exemple, une affaire Delvoye qui a pu émerger, c'est parce qu'il y a un dispositif qui existe et qui aujourd'hui est efficace, à savoir les déclarations d'intérêt qui sont aujourd'hui pilotées par la HATVP, donc la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Cette organisation, elle existe depuis 2013, donc c'est en fait extrêmement jeune comme organisation, et on peut imaginer qu'en 7 ans, il y a encore très probablement des marges de progrès. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, je pense qu'aujourd'hui on diagnostique davantage ces faits de corruption parce que nous avons deux meilleurs outils et deux meilleurs dispositifs pour que tous ces agissements, alors peut-être pas que tous les agissements, mais que beaucoup plus d'agissements et de manquements à la probité, de manquements d'éthique, de faits de corruption, soient vus et donc puissent être, si ce n'est condamnés, du moins en tout cas se terminer. Donc j'imagine que ce classement prend en compte les faits qui ont été avérés. Parce qu'en fait, au niveau de la population, le problème, c'est que comme il y a aussi beaucoup de médiatisation de personnes qui sont présumées innocents, mais en fait, à partir du moment où ça sort dans les médias, ça reste quand même comme ça en flou dans les esprits comme des affaires. Après, il y a aussi l'aspect qui fait du buzz et qui fait que les médias s'emparent d'un sujet à un moment donné. Vous avez raison, et donc en ce sens, ça ne peut pas être totalement satisfaisant du coup comme appréciation. Néanmoins, ce que nous imaginons, c'est que tout ça procède d'un changement culturel qui est en cours et que plus on donne à voir des condamnations ou en tout cas des manquements, plus il y a un encouragement effectivement à passer le pas de ce changement culturel. Voilà. Et ça, comme tout changement culturel, c'est quelque chose d'extrêmement progressif et d'extrêmement lent qui se met en place. Mais l'arsenal et tous ces outils, tous ces dispositifs, je pense au parquet national financier, on parlait tout à l'heure de la HATVP, mais il y en a bien d'autres. Tous ces outils permettent d'engager, d'accélérer ce processus un peu
vertueux de changement culturel pour une culture de ce que nous défendons, en l'occurrence, à savoir une culture de la transparence. J'ai vu sur votre site qu'en fait, vous attachez une grande importance à la mobilisation citoyenne, qui est de plus en plus de citoyens qui s'intéressent et qui se réveillent et qui agissent et qui s'emparent de ce sujet, parce qu'ils peuvent faire changer les choses. Donc si je vous demandais, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, en quoi la lutte contre la corruption concerne-t-elle les citoyens ? Pour les personnes qui écoutent cette interview, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Parce que quelquefois, ça semble très loin de nous, toutes ces histoires. On voit des responsables politiques ou des grandes entreprises où on entend parler comme ça d'affaires de corruption. Ouais. Et on ne voit pas forcément l'impact, alors qu'il y a des vrais impacts jusqu'à nos vies quotidiennes, en fait. Alors, c'est vrai qu'on est très loin de certains pays où il faut payer parfois le professeur ou payer le médecin pour ne serait-ce qu'accéder à un cours pour son enfant ou à un rendez-vous médical. De fait, en France, on n'est pas dans quelque chose qui est aussi visible, aussi apparent et aussi frappant au quotidien dans nos vies d'individus. Mais pour autant, la corruption, c'est bien souvent d'emblée les personnes les plus fragiles et les plus exposées qui en fait vont en pâtir. Quand on parle notamment d'argent public qui a pu se perdre en route et manquer sa destination, c'est de l'argent public qui n'est pas dépensé dans les soins, dans les écoles, etc. Et donc des services publics moins performants. Donc évidemment, on a toujours, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le réflexe de penser à certains pays qui sont cruellement atteints et chez qui la corruption est endémique. Pour autant, il faut bien voir que tout argent qui est détourné en France, encore une fois, est de l'argent qui ne va pas atteindre le citoyen. Et on en parlait juste avant de commencer cette interview, vous parlez du détournement des aides au moment des grandes catastrophes au niveau international, que ce soit des tremblements de terre ou ce qui vient de se passer au Liban. Là, il y a beaucoup d'argent de l'aide internationale qui arrive pour aider la population. Et en fait, votre travail, oui, c'est très important aussi là, parce que en tout cas là, les quelques dernières grandes catastrophes qu'il y a eu pour lesquelles il a fallu que l'aide internationale se mobilise, on voit comme ça des milliers, des centaines de milliers de dollars qui se dirigent vers un pays à un moment donné. C'est aussi les dons des personnes ici, quand on donne pour un pays, et quelquefois on donne à une ONG ou une institution que l'on connaît bien, en laquelle on a confiance. Mais si la traçabilité, s'il n'y a pas une vigilance par rapport à la corruption jusqu'aux personnes à qui ça doit bénéficier sur place, il y a toujours des possibilités de détournement et à tous les échelons. Oui. Quoi. Donc c'est... Et pour ça, à notre sens, il y a un seul et unique remède, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas de remettre en cause ces aides, parce qu'une part, et d'ailleurs la Banque mondiale a réalisé une étude sur le sujet dont le résultat est vraiment cruel, c'est-à-dire qu'il y a une part, mais de hauteur d'une dizaine de pourcents de montants d'aide qui n'arrivent jamais à leur destination. Et encore une fois, pour nous, le remède, c'est la transparence. Tout simplement rendre visible l'ensemble du processus, l'ensemble du dispositif, du moment de la décision à la réalité du versement opéré et du projet qui est financé. À partir du moment où vous garantissez cette transparence, évidemment, le flux financier, d'un seul coup, devient peut-être un petit peu plus opérant. Alors, pour améliorer la situation, donc ça demande un travail de fond à plusieurs niveaux, et en plus qui est effectivement très variable, comme vous l'avez dit, selon les pays, selon les volontés politiques. Donc là, vous avez de nombreux champs d'action. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, de la prévention, notamment par la formation et l'information auprès des entreprises, donc on va revenir en détail, auprès des entreprises, des collectivités locales, des managers, de l'accompagnement juridique aux témoins ou aux victimes de faits de corruption, du plaidoyer pour réussir à faire bouger les choses au niveau politique, ce qui vous amène à travailler sur des sujets sensibles, voire hautement inflammables ou carrément explosifs, et qui sont actuellement au cœur de notre actualité et de notre démocratie, tels que la transparence du lobbying, le contrôle des comptes de campagne présidentielle, et aussi les lanceurs d'alerte. Donc pour nous rendre tout cela un peu plus
concret, j'aimerais que l'on revienne sur quelques-uns de vos domaines d'action. Alors, par exemple, pour commencer, la transparence du lobbying. Le lobbying, c'est un mot que l'on connaît tous aussi, que l'on entend beaucoup. Je crois qu'au niveau du grand public, on s'est de plus en plus révolté ces dernières années par rapport à la puissance du lobbying. Alors, je sais que certains veulent faire maintenant passer le mot lobbying aussi pour l'action des ONG. Pour moi, c'est pas la même chose parce que les ONG défendent des intérêts collectifs et souvent le lobbying tel qu'on l'appelle et au niveau européen par exemple, qui est financé par souvent des multinationales, défendent des intérêts financiers et des intérêts particuliers. Donc je ne comprends pas qu'on essaie de mettre dans le même sac, mais enfin vous nous donnerez votre avis là-dessus. Et donc si on commence par la transparence du lobbying, en quoi c'est important, quelles sont les actions que vous mettez en place par rapport à ça, puisque c'est important de le dire, on n'est pas complètement impuissant, vous faites des choses, quelles choses faites-vous, quels résultats y a-t-il déjà ou peut-on espérer? Un petit débriefing. Alors c'est un sujet absolument enthousiasmant et je vais commencer peut-être par vous surprendre, mais pour nous sommes un lobby parmi d'autres. Tout simplement, et évidemment le préalable c'est d'en donner une définition, évidemment. Et le lobbying, pour nous, c'est une activité d'influence. On influence la décision publique. À partir de là, comme vous l'avez parfaitement dit, on a des intentions différentes. Soit on va influencer la décision publique parce qu'on défend une cause, la transparence, la démocratie, la restitution au pays d'origine des avoirs issus de la corruption, on y reviendra. Oui. Voilà, donc ça... Les biens mal acquis. Les biens mal acquis, les fameux biens mal acquis, exactement. Donc, notre première mission chez Transparency, c'est effectivement d'aller convaincre les membres du gouvernement, les parlementaires, qu'à un moment, il va falloir faire bouger les lignes. Quand on veut justement éviter la suspicion latente, le recul démocratique, etc. Donc ça, c'est vraiment, nous, notre mission première. C'est d'aller agiter, d'aller conquérir, d'aller convaincre, et donc de parler à ceux qui ont la décision. Malheureusement, ce n'est pas nous. Donc on va travailler avec, encore une fois, les membres du gouvernement et les parlements. Donc, vous citiez deux intentions éminemment différentes. On peut être lobbyiste et défendre des intérêts privés, défendre sa propre cause, mais avoir une intention totalement lucrative, commerciale, etc., de développement de son activité économique. C'est le cas de bien des sociétés qui vont effectivement essayer d'avoir l'oreille de tel parlementaire pour que quand il va voter l'amendement, il le vote dans le bon sens. Mais on peut aussi être une association et une ONG qui vont, avec des moyens bien souvent extrêmement différents. Alors il existe aussi de très très grosses ONG extrêmement puissantes, mais c'est pas le plus... Voilà, il y a une petite disparité de moyens entre une grande société et une ONG, en tout cas comme les Transparency International. Mais pour autant, les moyens, en tout cas l'action va être la même. C'est-à-dire qu'on va aller essayer de convaincre du bien fondé, dans notre cas, de la cause que l'on défend, et donc des valeurs que nous défendons. Une fois que l'on a dit ça, et que du coup on sait de quoi on parle quand on parle de lobbying, on se dit que certes, on veut bien être, comme vous le disiez, finalement mis dans le même bateau. On fait tous du lobbying ou du plaidoyer. On a une petite préférence pour le terme de plaidoyer, mais oui, c'est un peu plus noble quand même. Voilà. Surtout que le lobbying a été entaché de pas mal de détournements, d'enquêtes bidonnées, de tout un tas de recherches de manipulation quand même. Oui, et puis il faut reconnaître que le lobbying traîne, c'est l'origine du mot, c'est-à-dire que ce sont les discussions qui se font dans le lobby, c'est-à-dire dans le couloir, à côté, parce que finalement on n'assume pas tant que ça la discussion. Donc ça c'est probablement l'origine du terme. Nous, ce que l'on préfère se dire, c'est que voilà, nous faisons tous cette même action, mais nous cherchons à atteindre évidemment des fins tout à fait différentes. En revanche, pour qu'on accepte de se dire qu'on fait tous partie finalement d'une même grande famille de lobbyistes, on défend des principes. Et en l'occurrence, un principe notamment de transparence. C'est-à-dire que ce que l'on veut, ce que l'on demande, ce que l'on réclame, et ce pourquoi justement nous essayons d'influencer les parlementaires pour qu'ils nous donnent raison, c'est que alors on parle de lobbyistes, on parle de représentants d'intérêt, c'est la même chose, que nous soyons tous obligés à rendre nos actions transparentes. Et donc, depuis quelques années maintenant, il existe, encore une fois, c'est un effet d'une loi, donc là aussi les choses avancent, il existe un répertoire des représentants d'intérêt. Super. On a un annuaire des représentants d'intérêt. C'est-à-dire des représentants officiels, pas dans le couloir, là, des représentants qui s'affirment comme tels. Voilà. Mais effectivement, autant on se félicite que ce répertoire existe, autant la réalité aujourd'hui de cet outil est très loin de l'intention originelle qui était portée par la loi. Ça, c'est au niveau de la France? C'est au niveau de la France, exclusivement de la France, oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons, depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans, une loi contre la corruption, pour la transparence, dans laquelle justement
justement ce répertoire a été voulu, a été créé. Simplement, ce répertoire aujourd'hui, c'est un annuaire, quoi. C'est un annuaire des représentants d'intérêt, des lobbyistes. Nous, ce que nous voulons, c'est que tout citoyen qui s'intéresse à comment la loi sur l'agroalimentaire, comment la loi sur toutes les lois qui passent, comment elles ont été influencées, par qui et dans quel sens. Qu'est-ce qui fait que les pesticides... Voilà. On n'avance pas tant que ça. Voilà. Qui a défendu quoi sur une loi comme celle-ci. Et aujourd'hui, toutes ces réponses-là sont censées figurer notamment dans ce répertoire. Mais je vous encourage d'ailleurs, faisons l'exercice. Connectons-nous au site de la HATVP dont on parlait tout à l'heure, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible. C'est un site internet qui justement anime ce fameux répertoire. Dans ce répertoire, vous saisissez le nom d'une ONG ou d'une grande société. Et vous devez pouvoir accéder aux actions de lobbying qu'elle a menées. Et vous verrez que vous n'y trouverez finalement pas grand-chose. C'est-à-dire que vous ne saurez pas qui a défendu la commercialisation de tel pesticide, la hausse de tel seuil, etc. Nous, ce que nous voulons, le lobbying peut être vertueux, peut être constructif, à partir du moment où il enrichit la réflexion du décideur public. Si ça se fait en sous-main, ça ne sert à rien. Et là, on tombe justement dans l'hétérogénéité, dans ceux qui sont extrêmement bien dotés, qui vont pouvoir conduire des actions d'influence parce qu'ils ont des budgets totalement dédiés à cela, et d'autres organisations qui, elles, vont avoir beaucoup plus de mal à se faire entendre parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens pour cela. Donc, encore une fois, l'un des remèdes que l'on voit, c'est la transparence. Oui. C'est-à-dire donner à voir que tous ceux qui conduisent des actions d'influence disent ce qu'ils ont cherché à influencer et qui ils sont allés voir. À partir du moment où vous faites la transparence là-dessus, il n'y a aucun souci à ce que, alors je ne vais pas donner de nom parce que d'emblée ça stigmatise, mais il n'y a pas de souci à ce que vous rencontriez un gros lobby industriel qui peut avoir une activité polluante. En tant que parlementaire, vous pouvez le recevoir. C'est super bien si en plus vous donnez à voir que vous avez aussi reçu des ONG environnementales, des associations environnementales. Le parlementaire qui reçoit toutes ces informations-là, on peut se dire qu'effectivement, il va probablement prendre sa décision de façon plus construite, plus argumentée, plus élaborée, parce qu'il aura rencontré plus de gens. Donc, soyons transparents, donnons l'information, mais c'est très bien. L'exercice public n'en sera que mieux conduit. Mais vous y croyez que ça va pouvoir un jour être atteint ou... Alors, on croit qu'on a une vraie marge de progrès. Oui. Et notre mission au quotidien, c'est justement d'avancer sur la marge de progrès. Voilà, exactement, de réduire cette petite marge de progrès en allant convaincre nos parlementaires, par exemple, eux aussi, parce qu'on parle des représentants d'intérêt et de toutes les obligations qui pèsent sur les représentants d'intérêt, mais ils ne sont pas les seuls en question. La réciproque doit être vraie, c'est-à-dire que ceux qui les rencontrent, eux aussi, doivent être transparents. Donc, nous plaidons aussi pour que les parlementaires, pour que les membres du gouvernement, pour que leurs membres de cabinet rendent transparents les rendez-vous qu'ils conduisent avec des lobbies. Mais ça, je croyais que c'était fait, ça. Je croyais que c'était passé, cette obligation légale. C'est loin d'être une réalité aujourd'hui. Il y a quelques difficultés techniques de mettre en place le bon outil, puisque par ailleurs, encore une fois, il ne s'agit pas, par exemple, pour un parlementaire de mettre... peut-être sur son blog personnel, son agenda, vous ne pouvez rien en faire de cela. Donc la véritable solution serait que l'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi chacun des gouvernements, utilise un outil parfaitement exploitable dans lequel on voit qui a été reçu et sur quel sujet. C'est une obligation, par exemple, pour les rapporteurs de loi au niveau européen. Alors, on va se dire que Bruxelles, c'est le pays du lobbying. C'est l'image qu'on en a, en tout cas. Et c'est le cas, le cas. Mais justement, ils ont réussi à le réglementer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un rapporteur de texte a l'obligation de dire qui il a reçu sur l'étude de ce texte. Et là, en France, on en est... il y a une intention. Nous avons plus de 320 députés, exclusivement 320 députés, qui se sont engagés il y a quelques mois de cela. Ah oui, en octobre dernier. Voilà, en octobre dernier, exactement, à rendre transparent leur agenda. Je ne parle pas de leur calendrier, leur agenda exhaustif, simplement des agendas au niveau des rencontres, pour s'informer ou être influencé. Ou être influencé, en l'occurrence, clairement. Donc cet engagement, vous voyez, c'était une tribune qui a été publiée en octobre dernier. Pour l'instant, on continue à travailler avec ces parlementaires pour qu'ils n'oublient pas l'engagement qu'ils ont pris. Est-ce qu'il y a des pays où c'est déjà effectif, où ça fonctionne, où ça existe et où ça marche, où c'est plus avancé qu'en France? Il y a effectivement, alors généralement les pays scandinaves sont
toujours un petit peu plus exemplaire en la matière. Toujours un peu en avance. Voilà, on le disait tout à l'heure, la culture de la transparence a progressé peut-être un petit peu plus rapidement, mais on ne désespère pas du tout. Il y aura des progrès réalisés en France. On est confiant, en l'occurrence, puisque certes, en France, on a une marge de progrès, je le dis de façon un petit peu en plaisantant, mais on reste véritablement optimiste, puisqu'on sait que ça existe, et on sait même que les parlementaires européens français comptent parmi les parlementaires européens exemplaires en la matière. Donc, il s'agit simplement que nos parlementaires c'est-à-dire qu'ils français, déclarent au niveau européen, en l'occurrence, des parlementaires européens, les europarlementaires français déclarent justement leur rendez-vous avec des lobbyistes. Donc, il s'agit qu'ils discutent avec leurs homologues français pour les inspirer et les encourager. Dans le cadre des campagnes électorales, vous invitez les candidats à s'engager, à mettre en œuvre vos propositions pour améliorer cette situation. Et lors des dernières municipales, 9 des 10 plus grandes villes de France s'y sont engagées. Est-ce que vous pouvez nous donner, pas dans le détail, mais quelques-unes de ces propositions sur lesquelles ils se sont engagés, par exemple? Bien sûr. Alors, encore une fois, le maître mot, je l'aurais beaucoup répété, mais on les a encouragés tout simplement à mettre en place de la transparence. Non pas pour tout voir, tout savoir, tout contrôler, mais simplement parce qu'en fait, la transparence, c'est leur meilleur moyen de protection à eux. On parlait tout à l'heure du risque pénal. En fait, en faisant cet exercice, un élu qui accède à un mandat pour la première fois, ce que nous lui recommandons de façon toute simple, c'est de dresser une sorte de cartographie de ce que l'on appelle ses intérêts. Ses intérêts au sens de la déclaration d'intérêts que les maires doivent rendre, que les ministres doivent rendre, etc. C'est-à-dire s'ils travaillent pour qui ils travaillent, pour qui il est bénévole, pour qui... Exactement. C'est-à-dire de dresser la liste de tous ces liens qu'ils ont, soit parce que leur épouse, leur conjoint travaille dans au niveau de la famille aussi. Voilà, notamment au niveau de la famille aussi, parce qu'un élu qui... C'est assez intrusif quand même, ça peut être vécu d'un peu... Non, c'est pas le côté difficile pour faire appliquer... Ça peut être difficile, mais ça c'est un exercice à faire individuellement, en fait. Parce qu'à partir du moment où un élu qui arrive, prenons un maire adjoint, tout frais élu, on lui recommande véritablement, ce n'est pas du tout une obligation, mais on lui recommande de faire cet exercice, de dresser la liste des intérêts qu'il a, parce qu'il a un mandat, c'est certain, un mandat électif, il peut être membre d'une association, membre du bureau d'une association, et dans ce cadre-là, il a une responsabilité. Il peut avoir des intérêts financiers aussi dans une société. Et donc, on l'encourage à dresser toute cette petite cartographie pour que lui-même ait à l'esprit, quand il va participer à tel débat municipal, quand il va devoir voter sur tel ou tel sujet, l'attribution, de façon très simple, l'attribution d'une subvention à une association, mais si son fils, sa fille, sa femme, sa sœur sont membres du bureau de cette dite association, le lien d'intérêt devient particulièrement sensible à gérer. Pour éviter pour pas qu'il y ait comme on l'a vu quelquefois, favoriser. Exactement. Et c'est une façon de détourner l'argent, de l'emmener vers ça peut être des amis aussi. On donnait tout à l'heure la définition quand même aussi, la définition de la corruption, c'est tirer profit d'une influence que l'on peut avoir à des fins privées. Et on le disait tout à l'heure, ça peut être tout à fait involontaire. Un élu peut tout à fait se retrouver involontairement dans le cas de se trouver à privilégier un de ses proches. Donc simplement pour se prémunir de ce risque-là, parce qu'il est finalement assez facile, encore une fois, d'aller flirter avec la ligne rouge, dressons cette cartographie, tout simplement. Donc, parmi les recommandations, du coup, que nous avons adressées à ceux qui étaient encore candidats, en leur disant, quand vous serez élu, si vous êtes élu, est-ce que vous vous engagez à prendre ces différentes propositions que l'on vous fait? Il y avait justement le fait de dresser un registre des déports. Exactement dans la continuité de l'exemple que je vous donnais, à partir du moment où vous savez que vous avez un lien d'intérêt, en tant qu'élu local, vous vous déportez. C'est-à-dire que vous ne prenez part ni à la discussion ni au vote. Et là, vous ne courez aucun risque. Donc, vous voyez à quel point là, la transparence n'est pas une lourdeur administrative et une contrainte, mais simplement une protection pour l'élu. Voilà, donc ça c'était un exemple. Dans notre souci de transparence, on recommande aussi de donner à voir sur le site internet de la collectivité, par exemple, la liste des mandats que vous avez, des rémunérations qui y sont associées. De faire la transparence aussi sur ce que l'on appelle les frais de représentation, à quoi ils sont affectés. De faire figurer, là aussi dans un souci d'association du citoyen, de faire figurer l'ensemble des délibérations de la ville dans un format open data. Alors il ne s'agit pas juste de dire c'est un open data, c'est accessible dans un coin. Encore faut-il que le citoyen puisse aller y chercher une information et puisse la trouver. Donc ça exige... Oui, parce que même au niveau national, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai appris récemment qu'on pouvait rentrer le nom d'un médecin
et voir justement ces liens avec les laboratoires pharmaceutiques. Oui. Qu'est-ce que c'est ce site? Mais c'est quand même incroyablement complet, ce site, et ça n'a pas été crié sur les toits que ça, Non, c'est ça existe. On Ouais. l'apprend un peu par accident. C'est une banque de données, effectivement, la banque de données Transparence, qui est, alors on parle nous beaucoup de la fameuse haute autorité de la HATVP, mais le domaine de la santé a aussi ces outils et cette banque d'informations, cette banque de données publiques, accessible qui à est, tous, oui. Voilà, qui est pleinement accessible, qui est sur Internet, mais qui a peut-être pas encore la même notoriété que peuvent l'avoir, en l'occurrence, la même publicité que peuvent l'avoir, par exemple, les déclarations d'intérêt de nos parlementaires ou de nos membres de ministres. Elle est peut-être moins scrutée, cette banque de données-là, mais pourtant, elle a le mérite d'exister. Donc, encore une fois, l'open data, on a là encore beaucoup de progrès à faire, mais pourtant, c'est une pratique qui se généralise. Donc, mais open data, c'est donc les données ouvertes, accessibles à tout le monde. L'accès à des données pour que le citoyen puisse répondre à ces interrogations, bien souvent très légitimes. Mais quand vous dites 9 des 10 plus grandes villes de France se sont engagées sur vos propositions là au moment des municipales, donc il y a une ville qui ne s'est pas engagée. Oui, alors on a tendance. Ils ont des bonnes raisons. Il y a toujours des bonnes raisons. Peut-être se disent-ils qu'ils ont déjà tout réalisé. Oui. Je ne sais pas. Mais en revanche, l'engagement c'est une chose. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'animer le suivi de ces engagements, c'est-à-dire d'accompagner ces collectivités de bonne intention et de voir dans quelle mesure elles vont réaliser les 6 engagements que nous leur avons proposés, puisqu'elles se sont dit prêtes à cela. Donc dans les mois qui viennent, il va nous falloir nous monitorer ces engagements et voir si l'engagement aura été suivi d'effet. Dans vos champs d'action, il y a la réforme du financement de la vie politique. Oui. Et notamment la réforme du contrôle des comptes de campagne présidentielle. Alors là aussi, on a eu quand même quelques scandales qui se sont succédés. Quelle est la situation aujourd'hui et à quelle réforme souhaitez-vous arriver ? Alors, nos jours d'optimisme, on se réjouit d'une affaire parce qu'on se dit qu'il va y avoir une super avancée législative. C'était le cas avec l'affaire Cahuzac. Au lendemain, il y a eu la création de la HATVP, dont je n'arrête pas de vous parler. Là, sur le sujet du financement des campagnes présidentielles, en l'occurrence, c'est l'affaire Urbain, financement du parti politique, en l'occurrence, qui a suscité la création, alors encore un acronyme, et j'en suis désolée, mais la création de la CNCCFP, donc c'est la Commission nationale consultative du financement des comptes de campagne. Et cette instance, elle a été créée il y a 30 ans, à l'époque où en fait on pouvait commencer à mobiliser le financement public pour financer une campagne. Et donc elle était chargée simplement de vérifier qu'il n'y avait pas de dépassement de plafond pour pouvoir garantir après le remboursement des sommes. 30 ans après, alors même que le financement d'une campagne, on va parler là exclusivement des campagnes présidentielles en fait, le financement d'une campagne électorale est devenu quelque chose d'autrement plus complexe, d'assez tentaculaire, d'assez vertigineux, avec des montants formidables. Cette CNCCFP, elle fonctionne aujourd'hui, elle a toujours les mêmes missions que celles qu'elle avait il y a 30 ans. Et en l'occurrence, elle arrive en bout de course, c'est-à-dire une fois que l'élection est terminée, que en l'occurrence le président de la République est élu, à ce moment-là, on a les informations nécessaires pour vérifier si les comptes de campagne étaient sincères ou pas. En attendant, le président de la République est élu. Il est arrivé... C'est problématique quand même. C'est problématique, d'autant qu'il est arrivé que des comptes de campagne d'une élection présidentielle soient invalidés. Le statut pénal du chef de l'État fait que le chef de l'État reste le chef de l'État. Donc ça, très clairement, on ne peut pas s'en satisfaire aujourd'hui et donc évidemment nous menons une action de plaidoyer pour faire évoluer les missions de cette fameuse commission consultative des comptes de campagne pour faire en sorte que le monitoring des financements des campagnes présidentielles ne se fasse pas intégralement en aval, c'est-à-dire quand il est trop tard pour agir. Le monitoring, c'est-à-dire la vérification, vérifier par exemple qu'il n'y a pas de double comptabilité, par exemple. Tout cela, il faut que l'on puisse le faire en cours de campagne. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. On ne dit absolument pas le contraire, mais simplement je pense qu'il est intéressant d'avoir une certaine exigence là-dessus. On parle quand même simplement de désigner le président de la République de notre pays. Oui, donc qui prendra des décisions qui nous concerneront tous. Ah, voilà. Et par ailleurs, quand on se tourne vers le passé, on voit que nous sommes encore aujourd'hui à connaître des procès de financement illicite d'il y a 25 ans.
Donc ce n'est pas comme si on était en train de se prémunir d'un risque qui potentiellement pourrait s'avérer. On a des épisodes cruels de suspicion, de financement occulte, de double comptabilité, enfin voilà, il y en a. Je pense aux proches d'Édouard Balladur qui ont été accusés en ce sens, Édouard Balladur lui-même qui sera devant la Cour de justice de la République dans quelques mois, le procès Big Malion qui arrive, la suspicion de financement libyen, l'affaire Karachi, enfin on ne parle que de financement d'élections présidentielles. Et par ailleurs, nous sommes maintenant à un peu moins de 2 ans d'une prochaine nouvelle échéance, donc il est urgent de pouvoir garantir aux Français qu'une deuxième, à minima, affaire Big Malion en tout cas, ne peut plus se tenir. Et est-ce que vous avez des avancées concrètes par rapport à justement à la prochaine élection? Est-ce qu'on peut avoir bon espoir ou est-ce que ça résiste? Alors je ne dirais pas qu'il y a des résistances, je ne dirais pas non plus que c'est à l'agenda politique, mais en revanche nous avons l'oreille de bien des parlementaires, je dirais même aussi de membres du gouvernement. Pour autant la réforme aujourd'hui elle n'est pas du tout engagée, mais nous travaillons d'ores et déjà avec justement la commission, la CNCCFP que j'évoquais, dont le président a été renouvelé il y a tout juste quelques semaines, et qui partage notre préoccupation, qui connaît nos travaux. Donc en tout cas, nous avons un bon espoir de travailler intelligemment sur cette perspective. Oui, pour faire évoluer nos intérêts à tous donc. Exactement. Alors l'affaire des biens mal acquis, justement, ça c'est une formule qu'on a beaucoup entendue aussi, relative au patrimoine français de plusieurs chefs d'État étrangers. Est-ce que vous avez été lié en fait directement à cette affaire en tant que Transparency International? Comment ça s'est... Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors là, on est au croisement de 2 de nos missions. À la fois une mission de plaidoyer et une mission contentieuse. C'est-à-dire que nous pouvons nous porter partie civile dans certains procès. Nous avons un agrément qui nous est donné par le ministère de la Justice à cet effet. Et donc nous sommes partie civile dans le procès des biens mal acquis qui en l'occurrence a différentes branches. Un procès a déjà eu lieu avec un appel également dans le cas en l'occurrence du fils de l'actuel président de la Guinée équatoriale. Donc peut-être la première chose, c'est qu'est-ce que c'est que ce sujet des biens mal acquis. Oui, expliquons ça un peu clairement. Les fameux BMA, pour finir sur les acronymes. Donc il s'agit en fait de sommes d'argent qui ont été détournées dans des pays étrangers, donc issues de corruption dans les pays étrangers, mais qui ont été utilisées par bien souvent des chefs d'État, des membres du gouvernement, en les dépensant, en l'occurrence en France. Et c'est pour ça que nous avons un intérêt à agir, c'est pour ça que nous sommes légitimes à ce moment-là à intervenir. Pour vous citer quelques exemples, bien souvent cet argent va servir à acheter une villa, des voitures, bref, des produits de luxe. Des hôtels particuliers sur les grandes avenues parisiennes. Voilà, que de très jolies choses et des choses très coûteuses. Et donc, en fait, bien souvent, quand on arrive à faire la démonstration que ces sommes ont été prises illégalement dans le pays d'origine, on peut réussir à confisquer ces sommes en France. D'où les procès en cours et les procès à venir, puisqu'il y en a d'autres à venir probablement dans les tout prochains mois. Et tout notre enjeu, je vous disais que nous sommes à la lisière de 2 missions, l'action contentieuse et l'action de plaidoyer. En fait, nous nous portons partie civile pour que justice soit faite, bien sûr, que les personnes soient condamnées et que ces sommes soient confisquées. Mais notre objectif ultime n'est pas tant de condamner monsieur ou madame que de pouvoir restituer à la population d'origine les sommes dont elle a été spoliée. Et pour boucler avec ce que l'on se disait au tout début, toutes ces sommes, c'est autant d'argent qui n'aura pas été investi dans les écoles, dans les infrastructures, dans les hôpitaux du pays d'origine, dont on peut imaginer que le besoin se faisait cruellement ressentir. Donc notre objectif est qu'une fois condamnés, ce qui sont des processus extrêmement longs, on parle de procès qui peuvent durer une dizaine d'années. Parce que ça a démarré quand? Ça date maintenant? Notre expertise à nous, elle date déjà de 10 ans. Ah oui, c'est ça. Donc l'instruction est extrêmement longue. En plus, bien souvent, dans le cas notamment de certaines des personnes qui sont inquiétées, la personne est décédée. Donc il s'agit après de réussir à retrouver comment l'argent a été réparti. Enfin voilà, donc ce sont des processus avec des instructions extrêmement fastidieuses, bien souvent. Mais du coup, c'est un procès avec plusieurs personnalités à l'intérieur? Initialement, c'était un procès, le procès des biens mal acquis. D'accord. Et aujourd'hui, il est... avec plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, voilà, effectivement, dont celui qui a déjà été jugé, qui a fait l'objet d'un appel en décembre dernier, mais on n'est pas encore totalement sorti de la procédure, qui est donc le cas de M. Obiang, fils de l'actuel dirigeant de Guinée équatoriale. Mais donc, l'étape ultime
pour nous, c'est de pouvoir restituer Oui. ces sommes. Et là où je recroise avec notre mission de plaidoyer, c'est qu'aujourd'hui, restituer cet argent dans des conditions transparentes, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas, ça n'est pas possible. Donc, dans les cas, par exemple, je prends le cas du procès Obiang, si aujourd'hui la condamnation, en l'occurrence la condamnation et la confiscation a été confirmée en appel, mais il y a un processus encore de cassation, etc. Si ces sommes sont effectivement confisquées, demain, elles sont versées dans le budget général de l'État français. Et elles ne reviennent pas à la population de Guinée équatoriale. Là, Voilà, c'est une double peine. Oui, c'est une drôle d'histoire, là, quand même. C'est une drôle d'histoire. Donc, nous ne pouvons pas... Enfin, l'État français, d'ailleurs, puisque c'est la responsabilité de l'État français, il ne peut pas renvoyer, restituer l'argent. Il ne peut pas, vous voulez dire, au niveau de la loi, quoi, du chemin juridique exactement. que ça doit prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil législatif n'existe pas. Donc, nous sommes dans notre rôle de lobby, de aller convaincre l'État français, qui est en l'occurrence tout à fait convaincu déjà, parce que c'est un travail que nous menons avec les membres du gouvernement depuis déjà, et également des parlementaires extrêmement actifs sur le sujet depuis plusieurs années maintenant. Donc nous avons bon espoir que ce sujet, qui est bel et bien déjà à l'agenda politique, finisse par déboucher, mais pour l'instant nous ne savons pas quel sera le mécanisme, parce qu'il peut y avoir plusieurs outils à mettre en place, mais en tout cas cela devient véritablement urgent, puisque si la décision de justice vient à être rendue et que nous n'avons pas créé cet outil et ce mécanisme de restitution de l'argent, il restera bloqué dans le budget général de la France, ce qui relève en soi d'une injustice. Et alors, donc ça, c'est pour bientôt? Alors évidemment, on ne lâche rien en la matière, mais déjà depuis longtemps, on a été à l'origine d'un colloque sur le sujet avec la présence notamment d'un sénateur en pointe sur le sujet qui nous aide beaucoup. Tout récemment, le président Macron a mandaté un rapport d'autres parlementaires pour justement travailler sur cette mécanique. Donc voilà, les choses... La restitution, vous dites donc dans le budget de l'État concerné. Mais si la présidence actuelle de cet État n'est pas plus... voilà. C'est un autre... Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est-à-dire que vous avez parfaitement raison, il ne s'agit pas juste de restituer. Nous, ce que l'on veut, c'est certes restituer, mais avec des garanties. C'est-à-dire que le travail ne peut pas se faire sans un échange entre homologues, c'est-à-dire entre le gouvernement français et le gouvernement concerné, avec l'implication des représentants de la société civile qui doivent être les garants de la bonne transparence et du bon processus de redevabilité, etc. Oui. C'est peut-être probablement là que les choses seront les plus difficiles. Parce que vous avez raison, parfois le gouvernement toujours en place dans ce pays étranger, évidemment on peut imaginer que si on restitue la somme, elle va revenir abonder les circuits de corruption. Oui. Donc il faut évidemment s'en prémunir et obtenir toutes les garanties possibles pour que ce ne soit pas le cas. D'où l'importance de l'implication des représentations de la société civile et donc d'ONG homologues. Et bien souvent, ce n'est plus forcément la même famille qui est au pouvoir, mais les liens restent quand même assez proches. Donc voilà, le sujet est extrêmement complexe. Mais ces histoires de biens mal acquis, parce que en fait... c'est vrai que quand on entend parler de la Cour pénale internationale, quand on entend parler là sur les biens mal acquis, on a l'impression que c'est toujours les Africains qui sont concernés. Est-ce qu'il y a dans l'affaire des biens mal acquis, dans les affaires en cours au sein de ce procès global, est-ce que ça peut être des personnalités d'Amérique latine ou d'Asie ou de... Alors, pour ce qui est des procès dans lesquels nous sommes partie civile, nous sommes partie civile dans 3 procès qui sont liés à d'anciens chefs d'État africains. D'accord. Mais ça n'est absolument pas les seuls et uniques cas. En l'occurrence, il y a quelques mois un autre cas avec cette fois-ci l'Ouzbékistan et des sommes qui là aussi ont été confisquées par la France dans le cas de, en l'occurrence, Gulnara Karimova, donc la fille de l'ancien dirigeant ouzbek. C'est bien de le dire. C'est bien de rectifier certains a priori, tout à fait. Alors la protection des lanceurs d'alerte, parce que là, c'est quand même un grand sujet, puisque rien que ces 3 mots-là, protection des lanceurs d'alerte, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être protégés. Comment se passe votre action par rapport à ça ? Parce que à la fois, ça semble tellement important et tellement essentiel et tellement curieux de savoir que les personnes qui s'engagent à être lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qui vont dénoncer des choses dont ils ont connaissance, qui ne sont pas normales, pour employer un vocabulaire très basique, vont se retrouver, et là malheureusement il y a quand même de nombreux cas maintenant, vous le savez mieux que moi, dans des situations
complètement incroyables de harcèlement, de menaces, de représailles, de mise en danger de leur propre vie pour certains, de perte de travail, enfin c'est quand même incroyable, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation aujourd'hui? Je sais qu'il y a quand même eu aussi des progrès de fait pour la protection des lanceurs d'alerte. Alors là, est-ce que entre ce qui se fait sur le papier et la réalité, il faut après que ça soit suivi des faits? On en est où? Est-ce que cette protection aujourd'hui fonctionne mieux? Qu'est-ce que vous faites comme travail par rapport à ça? Puisque je sais que vous faites un travail aussi dans les entreprises et dans pas mal de champs d'action. Alors peut-être un élément de contexte, parce qu'aujourd'hui, l'ONG est véritablement positionnée sur la protection des lanceurs d'alerte, c'est la Maison des lanceurs d'alerte. Oui. La Maison des lanceurs d'alerte, c'est une toute jeune organisation. Elle a été créée à la fin de l'année 2018. C'est encore une organisation vraiment toute jeune. Mais formidablement active et qui a été fondée sous l'impulsion d'une dizaine d'organisations cofondées par Sciences Citoyennes et par Transparency International, qui étaient deux associations qui ont beaucoup travaillé en amont de la création de la maison, mais aussi en amont du texte de loi qui, pour la première fois dans le droit français, donnait une définition de ce qu'était un lanceur d'alerte, ce qui est quand même un moment quelque chose d'assez historique, en tout cas extrêmement significatif, même si c'est loin d'être suffisant aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on sait à peu près ce que c'est qu'un lanceur d'alerte qu'on arrive à le protéger. Donc ça, c'est l'étape qui reste à faire. Mais donc la Maison des lanceurs d'alerte existe depuis 2 ans, et parmi les très actifs participants de la Maison des lanceurs d'alerte, vous avez donc évidemment Sciences Citoyennes, vous avez Anticor, le syndicat national des journalistes, Sherpa également, enfin voilà, une Mediapart, enfin vraiment beaucoup d'acteurs, l'UGIC CGT, la CFDT Cadre, Solidaire, enfin, voilà. Et les missions de la Maison des lanceurs d'alerte sont finalement assez proches de celles de Transparency, c'est-à-dire que c'est avant tout une action d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme d'écoute et d'accompagnement alors si ce n'est des lanceurs d'alerte, en tout cas des personnes qui ont un signalement à venir transmettre, donc d'accompagnement et de lobbying, parce que, et c'est probablement l'un des éléments les plus importants à donner aujourd'hui, on a une loi qui définit ce qu'est un lanceur d'alerte, mais la protection d'un lanceur d'alerte, on ne peut pas dire qu'elle soit effective, clairement pas. Donc on continue aujourd'hui à avoir des personnes qui, parce qu'elles vont se positionner, parce qu'elles vont dénoncer quelque chose qui s'avère être un manquement assez cruel, encore une fois, à la probité, à l'éthique, etc., vont courir des risques formidables, potentiellement perdre leur travail, être l'objet de représailles, etc., et donc bien souvent perdre l'équilibre. Aujourd'hui, alors même que la stratégie de ces personnes est d'apporter une contribution à l'intérêt général, on ne peut pas concevoir qu'elles courent des risques, par ailleurs des risques aussi forts. Donc l'une des missions de la Maison des lanceurs d'alerte, c'est de faire en sorte que cette protection, demain, elle soit effective. Et que ce ne soit pas en bout de course que l'on se retrouve, après des années de procédure, à se dire « Ok, vous avez le statut de lanceur d'alerte, on va vous protéger. » Après. Donc ça, c'est un sujet extrêmement complexe, mais je pense qu'il en va véritablement d'un enjeu démocratique. Encore une fois, oui, c'est ça. On le voit sur plein de sujets différents, parfois sur des sujets environnementaux. On est sur un périmètre beaucoup plus large que le seul fait de corruption. C'est aussi pour ça que Transparency tout seul n'avait absolument pas vocation à accompagner les lanceurs d'alerte. On est bien au-delà du mandat de Transparency. Et donc, on avait besoin d'être à plusieurs pour faire on voit bien où ça se croise, où voilà, ça se rejoint. Exactement. Oui. Et on avait aussi besoin justement de l'approche de journalistes, mais aussi de syndicats professionnels qui sont dans les entreprises, qui voient comment les choses sont conduites aujourd'hui. Nous avons une loi, encore une fois, toute récente, mais on attend aujourd'hui des avancées incroyablement plus significatives du fait d'une directive européenne, puisque là aussi, et avec l'implication en l'occurrence de Virginie Rosière, une parlementaire française extrêmement investie sur le sujet, nous avons aujourd'hui un petit peu moins de 2 ans maintenant pour transposer une directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc nous attendons, alors on ne fait pas qu'attendre, en l'occurrence on agit beaucoup pour que justement cette transposition soit traduite dans le droit français avec les critères les plus exigeants pour que enfin soit mise en place une réelle protection des lanceurs d'alerte. Mais donc là-dessus, nous menons encore une fois un vrai travail de plaidoyer, de concertation, de construction avec les membres du gouvernement français et avec des parlementaires pour que cette transposition s'efface encore une fois dans le respect des meilleurs standards européens.
Alors comment ça se passe aujourd'hui concrètement? Un lanceur d'alerte, c'est enfin quelqu'un qui, avant d'être lanceur d'alerte, et généralement ça peut être un employé, ça peut être, je pense à ça parce que c'est les cas qui ont été les plus médiatisés, de personnes qui au sein d'une entreprise voient quelque chose d'absolument aberrant, qui va peut-être mettre en danger la santé par exemple de citoyens qui habitent autour d'un endroit ou qui consomment un produit ou qui est fabriqué dans cette entreprise. À partir du moment où cette personne se sent en tant que citoyen une responsabilité parce que la vie d'autres personnes peut être mise en danger, à partir du moment où cette personne voit quelque chose de grave et va vouloir alerter sa hiérarchie, la hiérarchie ne répond pas, à ce moment-là va peut-être aller alerter la presse et à partir du moment où l'entreprise ou son image risque d'être ternie, à partir de là, on a vu donc pas mal de cas maintenant, la personne va recevoir des menaces, ça peut aller jusqu'à des menaces de mort, va avoir sa vie devient un enfer. Alors, oui, il y a effectivement comment bien souvent des accompagner représailles, ça? mais c'est vrai que le premier texte, qui est encore très récent, qui a tout juste 3 ans, dans le droit français, était une sorte de galop d'essai. Et voilà, on a une première loi, encore une fois, donc, qui définit ce qu'est un lanceur d'alerte, mais il fallait commencer, mais clairement, le travail n'est pas abouti. On a procédé par ce qu'on appelle les fameux paliers, c'est-à-dire que la personne qui va faire son signalement doit respecter scrupuleusement des paliers, alors même qu'il va au-devant de potentielles difficultés, si ce n'est de représailles. Qu'est-ce que vous appelez des paliers? Alors d'abord justement prévenir sa hiérarchie et donc en fait courir le risque de s'exposer davantage. Sans pouvoir, forcément parce qu'il faut pouvoir se protéger aussi, sans pouvoir s'associer le recours à un syndicat qui lui-même du coup va avoir l'information mais ne sera lui-même pas protégé, etc. Donc il faut aujourd'hui simplifier tout cet imbroglio, tout ce labyrinthe dans lequel se trouve un lanceur d'alerte qui généralement se trouve dans des situations plus relativement urgentes, a besoin de délivrer son message rapidement. Souvent isolé. Et de fait totalement isolé. Et aujourd'hui, je défie quiconque de dire « Ok, j'ai un signalement à faire, je sais exactement quelle va être la procédure ». C'est impossible. Alors même qu'elle existe, alors même que l'on a une loi pour cela, la Maison des lanceurs d'alerte reçoit au quotidien des signalements de personnes qui disent « Comment je commence par quoi ?» Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la Maison des lanceurs d'alerte, vous verrez un peu le vadémécum de « Avant toute chose, veillez à ». Donc, tout ça aujourd'hui, c'est totalement contradictoire avec le fait que l'on va considérer qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va agir pour l'intérêt général. Et donc, de ce fait-là, il est dans son bon droit, il doit être protégé, et voire même, il faut l'encourager à pouvoir apporter quelque chose qui sera dans l'intérêt général. À partir du moment où tout est totalement opaque autour de vous, voire totalement dangereux, vous n'allez pas y aller. Donc, il y a quelque chose de totalement contre-intuitif, totalement contradictoire, et on l'a vu encore une fois sur la récente crise sanitaire, que ce soit en France ou ailleurs, ceux qui ont contribué à lancer l'alerte ne sont pas ceux qui en sont sortis grandis. Donc voilà, il y a, je ne dirais pas qu'il y a tout à faire, mais vraiment, la protection des lanceurs d'alerte aujourd'hui en France reste un défi et un défi majeur. D'où l'importance vraiment de consolider la loi Sapin telle qu'elle existe aujourd'hui, mais d'aller bien au-delà en profitant de cette occasion qui est la directive européenne qui nous permet quand même de remettre le sujet sur la table et d'aller autrement plus loin. Mais en fait, comment on peut protéger? Parce que quelqu'un qui va voir justement une situation qui peut être très vite urgente et mettre en danger d'autres personnes et qui va alerter et disons que comme ça s'est produit plusieurs fois, va recevoir des menaces. Qui peut faire quelque chose et comment? On a aujourd'hui une organisation qui monte en responsabilité sur ce sujet, qui est le Défenseur des droits. C'est une mission qui a été confiée au défenseur il y a très très peu de temps maintenant. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans le rapport d'activité du Défenseur des droits de 2019, on voit que l'organisation commence à s'emparer du sujet, mais je pense avec des moyens qui ne sont pas ceux qui doivent être dévolus à véritablement l'institution identifiée pour répondre en partie en tout cas à ses besoins. Donc je pense qu'on a besoin dans un premier temps de
simplifier le parcours du lanceur d'alerte, de garantir sa protection et de lui flécher des interlocuteurs et des appuis comme la maison des lanceurs d'alerte par exemple, qui eux-mêmes doivent pouvoir apporter leur soutien de façon assez protégée également en fait. Il ne s'agit évidemment pas en les accompagnant de les mettre en difficulté en risquant de transmettre des informations. Et je pense que voilà, c'est un peu comme dans tous les domaines, si on améliore le comportement général, l'exigence générale des citoyens, il y a aussi des choses après qui vont devenir plus naturelles. Le travail d'information que vous faites auprès justement des collectivités, auprès de tout ça, à partir du moment où ça sera plus intégré, il y aura déjà plus à faire de formation une fois que ça va être... donc on peut espérer passer sur une nouvelle société en fait, comme dans beaucoup de domaines actuellement. Bah écoutez, en tout cas, voilà, oui, il n'y aura on plus de corruption. tous nos efforts là-dessus, mais voilà, le changement culturel, on y croit. Il faut y croire, il faut y croire en ce moment, oui. Ok, un grand merci Nadège Buquet pour toutes ces informations et tout votre travail avec Transparency International, tout ce que vous avez déjà mis en place et tout ce que l'on attend de tout ce que vous êtes en train de mettre en place et de tout ce sur quoi vous travaillez, mais j'ai bien compris que maintenant il ne suffit plus pour nous d'attendre, il faut aussi rejoindre les forces vives, que ce soit par votre site internet, pour s'informer de tout ce que l'on peut faire au niveau local pour rendre les choses non pas plus ennuyeuses et plus fastidieuses et plus contraignantes, mais au contraire les vivre d'une façon plus légère et plus éthique et plus saine. Ce sont les mots qu'on peut employer ? C'est tout à fait juste. Oui. Ok. Merci beaucoup de Merci nous avoir rendu ça accessible. Et puis, je vais vous dire bonne continuation. Merci infiniment. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.